Chers abonnés de ma page Facebook, bonjour. Bienvenue à cet autre numéro de notre émission hebdomadaire Le droit dit quoi? Espace de formation à la culture juridique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important parce qu'ils sont nombreux ces abonnés qui ont cette préoccupation, à quelques différences près dans les faits, mais la question de droit demeure. Nous avons jugé utile de donner cette préoccupation de notre abonné afin de répondre aux autres indirectement. Les faits de ce premier point. Maître, je suis un Ivoirien, je suis né, il nous a effectivement donné le nom de la localité où il est né, mais pour des questions de préservation de la vie privée, nous n'allons pas donc dévoiler le nom de cette localité. Alors, je suis né en Côte d'Ivoire, ma déclaration de naissance a été faite dans ce lieu de naissance naturellement, et à l'âge de 13 ans, pour des questions qui tiennent à ma volonté d'exercer le métier ou la profession de footballeur, j'ai été appelé à utiliser l'extrait de naissance de mon cousin, qui était moins âgé que moi. Il avait 10 ans au moment où moi j'en avais 13. Alors j'ai grandi avec cet extrait, avec le nom de ce cousin. J'ai tout obtenu avec ce nom. Mais aujourd'hui, je veux retrouver ma véritable identité pour avoir le même nom que mes frères et sœurs. Et je souffre de ne pas avoir le véritable nom de mon père sur le mien, sur mes actes, puisque j'ai utilisé l'extrait de mon cousin. Voici une préoccupation de cet abonné et nous avons jugé utile de lui donner notre position, le droit dit quoi? Pour répondre à notre abonné, nous jugeons utile de revenir sur certains points. Vous savez, lorsqu'une personne naît, cette personne doit être identifiée par son nom et son ou ses prénoms, sa date, son lieu de naissance et sa filiation, c'est-à-dire le nom de son père, le nom de sa mère. Ce sont des éléments d'identification d'une personne. Ce qui fait que vous devenez une entité, non seulement dans la société, mais même dans votre famille. Nous avons observé par rapport à nos abonnés qui nous écrivent que c'est une pratique malheureusement développée dans notre pays qui fait que certaines personnes utilisent des noms qui ne sont pas véritablement les leurs. Et ça, je veux dire juridiquement, pour nous qui voulons former, qui espérons à la construction d'un état de droit, nous devons, en tant que responsables de, je veux dire, ce projet de construction de cet état de droit à partir de cette émission, à partir de ce concept, d'attirer votre attention sur toutes ces choses, ces pratiques qui sont contraires au droit. C'est d'ailleurs une des poursuites pénales qui devrait s'en suivre, parce qu'il s'agit de faux documents. C'est un faux. La fausse déclaration pour l'établissement d'un acte de naissance, cette fausse déclaration peut être poursuivie pénalement, parce que c'est une infraction. Et l'utilisation de l'extrait de naissance de quelqu'un d'autre, c'est un faux. Et usage du faux, parce que vous établissez une fausse identité. Nous voulons attirer votre attention sur ce point. Il y a une autre pratique aussi qui se développe. Lorsque vous avez une nièce, une jeune dame, une demoiselle qui fait un enfant, nous allons en parler dans un autre numéro en ce qui concerne la reconnaissance de paternité ou l'établissement de la paternité par des tests sanguins, etc. Ça, on va en parler. Mais il arrive que
une demoiselle fasse un enfant et le père présumé, ou le père en tout cas, ne reconnaisse pas donc cet enfant. La mère, il s'est développé une pratique où la mère fait mettre le nom de son oncle, de son cousin ou d'un frère. Ce sont des pratiques à ne pas faire. La loi est très claire. Lorsque le nom du père n'est pas connu, la loi dit qu'on laisse la mention, c'est-à-dire on ne marque rien. Pas qu'on marque père inconnu, non. On ne dit pas père inconnu. Ça encore, ce serait une faute de celui qui va rédiger l'acte de naissance. On dit sans mention. Voilà, c'est ce que la loi dit. La loi dit que lorsque le père est inconnu, on n'écrit pas père inconnu. On n'écrit pas le mot inconnu. On laisse là en blanc, donc sans mention. Ce sont des choses qui existent. Postérieurement, si le père revient, le père peut entreprendre la démarche judiciaire qui sied, les démarches administratives, pour pouvoir donc faire mentionner son nom. Là. On en parlera dans un autre numéro. Pour l'heure, nous avons jugé utile de revenir vraiment sur ce point pour insister sur ces caractères. Alors, nous disons heureusement. Heureusement, pourquoi? Parce que une loi a été votée en 2018. Justement, l'État, vu que c'était une préoccupation, ce sont des choses, ce sont des pratiques qui revenaient. Alors, ils ont jugé utile de faire voter un texte de loi, donc à l'Assemblée, c'est une loi. Donc, quand on parle de loi, c'est à l'Assemblée nationale. Quand on parle de décret, c'est au niveau gouvernemental. Ok, voilà. Donc ça, ce sont des choses, vous allez vous habituer après. Alors, donc la loi, une loi a été votée en 2018. C'est la loi numéro 2018-863 du 19 novembre 2018. C'est une loi instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. C'est dans cette loi que nous allons puiser la réponse à la préoccupation de notre abonné, notamment au chapitre 3 de cette loi, qui parle de l'action en rétablissement d'identité. Et c'est un point très important parce que ça touche quoi? Ça touche les personnes qui ont fait usage d'un acte de naissance qui n'était pas pour eux. Ou du moins des personnes qui ont établi un faux extrait. Un faux extrait. Voilà. Ces personnes-là, à partir de cette loi, ont la possibilité de retrouver leur véritable identité. Ce sont des personnes qui ont utilisé l'identité d'un cousin. Ils ont grandi. Par exemple, le cousin s'appelle Pitina, Sossi, Pitina Sossi, par exemple. Donc, vous ne vous appelez pas Pitina Sossi. Votre nom à la naissance était par exemple Kofi Pierre. Ce n'est qu'un exemple. Ne vous moquez pas de Kofi Pierre. Okay? Alors, Kofi Pierre a pris à partir de l'âge de 13 ans le nom Pitina. Et donc, il grandit avec le nom Pitina. Et ses frères s'appellent Kofi. Donc, il n'a pas le même nom, il n'a pas la même identité. C'est comme s'il a été transporté dans une autre famille qui n'est pas sa véritable famille. Donc ça pose pas mal de problèmes. Alors ici, la loi a prévu une procédure spéciale pour rétablir votre véritable identité. C'est possible à partir de cette loi que je viens donc d'indiquer, la loi de 2018, 863 du 19 novembre 2018, qui a institué une procédure spéciale pour vous mettre en position de rétablir votre identité. Alors, vous allez partir dans la localité où vous êtes né, où vous avez fait aussi le faux, vous vous rendez. Le tribunal qui est compétent, vous allez adresser une requête au président de ce tribunal, ou le magistrat qui s'en occupe. Vous allez prendre votre extrait véritable
et prendre l'extrait d'emprunt ou le faux extrait, vous allez l'introduire devant le juge et le juge, par rapport aux explications que vous allez donner, va vous rétablir dans votre véritable identité et va donc déclarer nul l'autre extrait. Voici ce qui va se passer. Alors, c'est possible. Vous nous avez demandé si c'est possible. C'est possible, heureusement. Il y a d'ailleurs le décret d'application de cette loi qui a été voté en 2019, le 27 novembre 2019. Ce décret a été voté. Alors, enfin, a été pris, pas voté. La loi a été votée, le décret a été pris. Une chose importante pour vous répondre. Il est prévu que cette loi va rester en vigueur pour 2 ans, à compter de l'entrée en vigueur du décret. Donc on parle du 27 novembre 2019. Vous avez jusqu'au 27 novembre 2021 pour pouvoir rétablir votre identité sur la base de cette loi. Voici la réponse que nous pouvons donner à cet abonné de notre page. Oui, c'est possible. Vous pouvez retrouver votre identité. Il suffit de procéder comme nous l'avons dit. Voilà, cela est fait. Alors, une autre question que nous allons développer concerne le droit pénal, la procédure pénale. Cher maître, j'ai emprunté de l'argent à une dame, la somme de 480 000 francs. Je me suis retrouvé dans des difficultés, je n'arrivais pas à payer. Cette femme est allée se plaindre à la police, au commissariat, et le commissaire de police m'a convoqué. Premièrement, il m'a convoqué par téléphone. Donc, il a appelé sur mon numéro et j'ai répondu. Il a dit que j'étais convoqué dans l'arrondissement en question. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai pris donc ce crédit. Est-ce que, maître, on peut me convoquer par téléphone? Est-ce normal? La convocation par téléphone. Et deuxièmement, est-ce que je peux être convoqué à la police parce que simplement j'ai pris un crédit que je n'arrive pas à rembourser? Cher maître, le droit dit quoi? La réponse que nous pouvons donner par rapport à la préoccupation de cet abonné, il a tracé donc les 2 axes. Peut-on recevoir une convocation par téléphone? Autrement dit, est-ce que un officier de police ou un officier de gendarmerie peut m'appeler sur mon téléphone, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, m'appeler au téléphone pour me dire de me rendre au commissariat ou à la gendarmerie sans que je n'ai un document formel, c'est-à-dire une convocation écrite? Maître, le droit dit quoi? La réponse, la voici. Sachez une chose, le principe, c'est que toute convocation se fait effectivement par écrit. C'est-à-dire, il y a un document qui vous convoque. Ça, c'est le principe. C'est ce qui doit être. Donc, on doit vous déposer votre convocation à votre domicile ou on peut vous l'envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception. Ça, c'est le principe. C'est ce qui doit être. Une convocation doit laisser des traces écrites. Cependant, compte tenu de certaines réalités, il peut arriver qu'on ne sache pas votre domicile. Ça arrive. Vous êtes d'une manière ou d'une autre impliqué dans une procédure ou soupçonné ou mis en cause dans une procédure. On peut ne pas connaître votre maison, votre domicile. Vous comprenez la difficulté qu'il y a à vouloir exiger qu'une convocation soit forcément
écrite et déposée à votre domicile. Deuxième difficulté, c'est que nous sommes dans un pays où l'adressage est compliqué. Même en France, le pays avec lequel nous avons la même tradition juridique, la tradition romano-germanique, on dit, il est possible en France de vous appeler au téléphone pour vous convoquer, malgré le fait qu'il soit avancé en termes d'adressage des rues, en termes d'adressage des domiciles. Ici, quelqu'un qui habite à Krokomi-Accra ou à Kromi-Abla, ou je ne sais pas où le trouver. Alors, généralement, les personnes qui vous soupçonnent, les personnes qui vous mettent en cause, vont donner votre numéro de téléphone et l'agent va vous appeler. Vous n'avez aucune crainte à vous faire. Donc, il y a la régularité d'une convocation par téléphone. Si on ne trouve pas votre domicile, s'il y a une difficulté de trouver votre domicile, alors on vous appelle, vous venez, vous prenez donc la convocation. Lorsque vous arrivez, vous demandez qu'on vous donne une convocation. Ou bien qu'on vous laisse une trace de votre présence là. Si ce n'est pas possible, si vous avez des difficultés par rapport en fait à ce qu'on vous reproche, vous pouvez demander très respectueusement à l'officier de renvoyer la procédure à une autre date parce que vous voulez vous faire accompagner par votre avocat. On le dit gentiment, on le dit respectueusement, c'est une autorité. Et n'oubliez pas qu'en principe, si cette autorité est bien formée, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est-à-dire vous êtes présumé un citoyen innocent, vous venez, vous répondez à la convocation et puis vous lui expliquez que pour l'instant, vous négociez un autre rendez-vous parce que vous voulez vous faire assister par un avocat. Alors le premier point, en un mot, il est possible donc de vous convoquer par téléphone. Le deuxième point, c'est le caractère purement contractuel du prêt. Vous avez pris un prêt avec une dame, vous n'arrivez pas à rembourser, ce n'est pas une infraction à la loi pénale. C'est-à-dire, il n'y a pas un délit, il n'y a pas une infraction de crédit non remboursé. Ça n'existe pas. Mais il faut qu'on s'entende très bien. C'est un crédit au vrai sens du mot. C'est-à-dire vous êtes venu solliciter auprès d'un ami, vous êtes venu demander pardon à un ami ou à une amie, je t'en prie, je vous en prie, prêtez-moi ou prête-moi 480 000 francs parce que j'ai une urgence. Ça, c'est ça le prêt. Je te rembourserai à telle date. C'est ça le prêt. Cela veut dire que vous n'avez pas fait de manigance, vous n'avez pas fait de manœuvre frauduleuse. Voilà, ça rentrerait dans l'escroquerie. Donc il faut qu'on s'entende très bien. Alors si c'est purement un prêt que vous avez pris auprès de votre ami, auprès de cette dame, le policier, lorsque vous allez finir de lui expliquer, il devrait conclure dans son rapport en disant qu'il y a simplement un rapport contractuel entre les deux personnes et on ne devait pas vous arrêter, on ne devait pas faire de pression sur vous, on ne devait pas vous déférer, on devait dire simplement à la dame, madame, c'est une affaire civile, c'est un rapport contractuel, vous devez voir peut-être un commissaire de justice ou un avocat pour pouvoir récupérer votre argent. Mais votre affaire là, ce n'est pas à la police qu'on doit la régler. Voici donc, chers abonnés, ce que nous pouvons donner comme réponse à votre préoccupation. Vous devez répondre à la convocation, même si ce n'est pas téléphone, et arriver là-bas, par rapport à l'explication que vous nous avez donnée, la conclusion que nous avons tirée devrait être la conclusion de l'officier ou de l'agent de police. Voici, chers abonnés, les deux préoccupations de cette émission de ce jour. Nous allons nous retrouver le vendredi prochain avec d'autres préoccupations. D'ici là, nous vous demandons de vraiment inviter les personnes à s'abonner à notre page et nous
N'oubliez pas de liker, c'est-à-dire d'aimer notre page pour que nous soyons nombreux sur ce forum pour une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire de droit. Tel est notre projet avec cette émission Le droit dit quoi, afin que nul n'en ignore. À très bientôt.